Bonjour à tout le monde. On a eu un début d'après-midi qui était assez chaud, puisqu'on a parlé sex toys et retour dans la lingerie. On va changer de sujet. On a beaucoup vu aujourd'hui des statistiques, des retours d'expérience sur l'e-commerce français, très peu sur l'international, l'européen, et encore moins sur l'Afrique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Calvez de CFAO, j'ai bien dit, qui va nous faire un retour d'expérience sur l'e-commerce en Afrique et notamment, si je ne me trompe pas, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal. Tout à fait. Super. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet de e-commerce qui a la particularité sur le continent sur lequel nous opérons d'être un petit peu différent ou en tous les cas différemment posé compte tenu des contextes que nous avons. Mais avant d'entrer bille en tête dans le sujet, je vais peut-être vous redonner un peu de contexte sur qui est CFAO Consumer. C'est une division d'un groupe qui s'appelle CFAO tout court, qui opère sur le continent africain depuis plus d'un siècle et qui a créé il y a une petite dizaine d'années ce qu'on appelle au sein du groupe une start-up dont la vocation est d'aller ouvrir des supermarchés sur le continent africain, des supermarchés sous enseigne Carrefour ou Supéco pour les pouvoirs d'achat un peu plus faibles, et également un certain nombre de franchises, parmi lesquelles, sur l'expérience de e-commerce, nous avons la Grande Récré. Et donc cette équipe qui a été constituée il y a 10 ans s'est attelée à ouvrir des supermarchés au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le premier magasin a ouvert ses portes à Noël 2015 à Abidjan. Et depuis, le développement va croissant sur ces 3 pays, avec, dans un premier temps, la particularité pour le continent africain sur lequel nous opérons, de découvrir un marché qui n'est pas aussi structuré que celui que nous connaissons ici en France, puisque dans les pays dans lesquels nous opérons, entre 70 et 80% des biens de consommation sont achetés sur les marchés traditionnels. C'est pour ça que j'ai voulu mettre quelques images du contexte dans lequel nous opérons, parce que le marché traditionnel est vraiment l'endroit où les gens vont faire leurs courses alimentaires et de prêt-à-porter notamment, qui sont les premiers achats. Alors évidemment, sur le continent africain, c'est 54 pays. Sur tous ces pays, je ne vais vous parler que de 3 d'entre eux, mais il y a sur le continent africain les pays du Maghreb, le Kenya et la Tanzanie sur l'est, l'Afrique du Sud complètement au sud, et sur la bande ouest, le Nigeria et le Ghana, qui sont beaucoup plus structurés, où on a des réseaux de grande distribution et des supermarchés qui sont plus fortement représentés, des moyens de paiement également qui sont différents et plus avancés, et qui sont plus forts en termes de e-commerce que nous ne sommes, nous, sur nos pays. Alors, lorsqu'on a ouvert nos premiers magasins, l'histoire était pas simple. On a dû apprendre ce qu'était la grande distribution dans ces pays. On a embauché énormément de jeunes qui sortaient de l'école et qui prenaient un premier poste en CDI dans une structure, dans une équipe structurée. Et nous leur avons appris ces métiers de la grande distribution, gérer une gamme, opérer un magasin, passer les produits en caisse, tous ces métiers que nous connaissons bien en tant que consommateurs déjà de la grande distribution. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, nous sommes présents à Abidjan, nous sommes présents à Douala, au Cameroun, les grandes capitales, à Yaoundé, et puis au Sénégal, nous sommes à Dakar. Et finalement, notre ambition, elle est d'être proche de nos clients, très proche de nos clients, le plus proche possible. Mais au départ de ces villes, nous ne les touchons pas tous. Alors en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on est sur des populations nationales qui avoisinent les 30 millions d'habitants. À peu près, c'est un peu compliqué d'avoir les vrais chiffres, mais on les donne pour 30 millions d'habitants. Et le Sénégal est à peu près un petit peu en dessous des 20 millions d'habitants. Donc, les grandes villes qui ont beaucoup d'habitants, nous avons implanté nos magasins. Et notre souhait, c'était d'aller
chercher ses clients des autres villes à l'intérieur des pays, qui sont parfois dans des villes à 7, 8, 9, 10 heures de route, parce qu'on ne compte pas en kilomètres dans ces pays, on compte en temps de route. On s'est dit comment faire pour que chacun de nos clients ou de nos potentiels clients dans ces villes puissent s'offrir un produit des marques distributeurs que nous avons. Et là, on a screené le marché, notamment en Côte d'Ivoire, qui était quand même le premier et le plus fort de nos marchés. Et on s'est dit, si on y va en propre, avec notre propre outil de vente en ligne, compte tenu du fait qu'on est déjà en train d'apprendre le métier de distributeur professionnellement, et qu'on embarque une quantité de jeunes énorme dans ce métier, est-ce qu'il est opportun d'investir sur une plateforme de commerce en ligne et en plus de créer une équipe qui va devoir s'en occuper? Donc on s'est dit, c'est pas le temps, c'est pas le moment, et il existe finalement des marketplaces qui localement sont actives et pouvaient nous offrir cette opportunité d'aller dans d'autres villes chercher de nouveaux clients. Donc on a fin 2019, on s'est mis d'accord avec une marketplace qui avait l'ambition de se développer en panafricain. Pour ne pas la citer, c'est Jumia. Et nous avons donc commencé nos activités de e-commerce avec Jumia dans les 3 pays simultanément ou quasi simultanément. Alors là, par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était très intéressant parce que je me sentais hyper seule dans la démarche de e-commerce en Afrique. Et finalement, tout ce que vous avez raconté au fil de la journée était hyper intéressant et quelque part rassurant parce que nous avons rencontré les mêmes écueils, les mêmes problématiques que vous tous. Et quelque part aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous avons appris. Nous avons appris beaucoup grâce à la marketplace avec laquelle nous avons démarré nos activités. Nous avons appris quoi ? Nous avons appris, par exemple, à prendre des photos. Ça paraît bête, mais prendre des photos de nos produits. Savoir décrire le produit pour que l'Ivoirien d'une ville du Nord, le Camerounais qui parle anglais ou le Sénégalais qui va parler Wolof soit capable de comprendre le descriptif du produit qu'on va mettre en ligne. Donc on a fait un gros travail sur cette description de produit. Et puis quand on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en ligne nos assortiments, déterminer l'assortiment qui va bien pour la catégorie de personnes qu'on cible, pour la ville que l'on cible, c'était aussi un exercice de catégorie management qu'il a fallu qu'on appréhende. Et puis un petit peu plus loin dans la montée en puissance, c'est de se dire, si on travaille avec une marketplace, nous sommes une boutique au sein d'un environnement qui comporte multi-boutiques, mais nous, notre problématique, c'est de présenter en ligne une offre de supermarché. Et souvent, les marketplaces que nous avons rencontrés, puisqu'on a eu beaucoup d'expériences depuis, ont des limitations en termes de quantité d'offres ou d'assortiment de produits qu'il est possible de mettre en ligne. Les uns nous annoncent 300 produits, les autres peuvent monter à 500, puis 800. Et la logique est toujours la même, c'est que plus on a d'offres, plus notre assortiment est large, plus on a de chances de capter des paniers moyens plus élevés et plus de clients in fine. Donc on a appris ça, on a marché. La technique chez nous, c'est de test and learn, ou puisqu'on a des actionnaires japonais, c'est hippo, petit à petit, pas à pas. Donc on a, depuis cet exercice de démarrage d'activité, appris à structurer notre offre, appris à mettre aussi des photos en ligne, je ne sais plus qui parlait de ça, mais qui ne soient pas trop lourdes, parce que la bande passante en Afrique est compliqué, je dirais. Et si les photos sont trop lourdes, en fait, la boutique ne se charge pas et le client il voit rien et du coup il peut pas commander. Donc on a ce premier exercice qui a été fait, puis ensuite on a un autre exercice qui a été fait et duquel on a beaucoup appris, c'est
nos outils informatiques sont-ils compatibles avec les outils informatiques de cette fameuse marketplace avec laquelle on travaille et des autres avec lesquels on avait envie de travailler. Donc merci les IT, l'équipe IT du support qu'elle nous apporte pour trouver les réponses techniques, parce que évidemment ce business est aussi très technique. Et puis on a embarqué aussi nos comptables parce que une commande en ligne qui passe par un magasin, qui sort par une caisse, qui doit être livrée à un client sans retour parce que nous vendons de l'alimentaire et on a fait le choix de ne vendre ni prêt-à-porter ni produits frais sur les destinations éloignées parce que c'est trop compliqué et qu'on ne veut pas de retour. Donc nous, dans les conditions de commande, il n'y a pas de retour autorisé. Ça, c'est un prérequis. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de comptabilité, de gestion de ce flux à approcher. Donc, on a également sollicité les équipes financières et comptables. Le volet d'être une boutique en ligne, c'est que on négocie aussi avec la marketplace la part qui lui revient de sa commission pour le service qu'elle nous rend. Et là, il y a peut-être une différence avec ce qu'on connaît, ce que vous connaissez tous ici, c'est que de notre côté, en fait, la marketplace nous procure la solution technique de pouvoir toucher les clients où qu'ils soient dans les pays où nous opérons. Mais c'est aussi elle qui fait le dernier kilomètre. Donc c'est une donnée qui était importante pour nous parce que, alors que nous étions en phase d'ouverture de magasins, il n'était pas question pour nous d'ajouter une brique livraison supplémentaire à notre expérience. En revanche, pour pouvoir servir ces clients éloignés dans les différents pays, il était important d'avoir un partenaire qui propose cette solution dernier kilomètre. Donc c'est quelque chose qui est opéré par nos partenaires marketplace dans ces pays-là. Donc ça, c'était un bon point pour nous. Et un autre des éléments dont nous avons tiré beaucoup d'enseignements, il y a 4 ans, donc je répète, c'est encore très frais, c'est que le paiement en fait, d'un client qui commande en ligne, pour la plupart du temps sur le continent africain, en tous les cas sur les pays sur lesquels nous opérons, il est fait en cash. Donc la bancarisation de la population est très faible. Ça oscille selon les pays entre 10 et 12% de la population. C'est tout simple, c'est que le cash circule beaucoup. Je reparlais du marché traditionnel au début de mon intervention. Le marché traditionnel, c'est là que les gens vont faire leurs courses et les gens n'ont pas de TPE pour faire une carte de crédit, ça n'existe pas. Donc la carte de crédit est très très peu utilisé et du coup le dernier kilomètre, comme il est opéré par ces partenaires de la marketplace, le livreur il livre le paquet. Alors je vous parlerai après de comment il le livre, mais il récupère aussi le cash et il le ramène au siège de la marketplace. Donc c'est très intéressant. Moi j'ai assisté à des briefings de livreurs qui sont souvent des livreurs. Ce métier a été créé en fait beaucoup par cette activité. Beaucoup de jeunes ou moins jeunes se sont achetés une mobilette ou acheté une voiture et sont venus solliciter ces marketplaces pour créer leurs revenus et faire ces livraisons. Donc il est important qu'ils ramènent l'argent, le chiffre d'affaires qui constitue la chaîne manquante de l'ensemble. Donc le livreur, il a cette double casquette et il a aussi la difficulté d'être en lien avec la marketplace parce que la marketplace, elle doit assurer une livraison à un client qui n'a pas d'adresse, pas de boîte aux lettres et qui doit confirmer la plupart du temps par un téléphone à quel endroit il va se retrouver au moment où le livreur va arriver dans la ville où il va livrer. Donc je vous fais le petit exercice, c'est bonjour, vous avez commandé sur la plateforme Jumia un panier Carrefour en provenance d'Abidjan. Vous êtes à 6 heures de route de notre livreur, il arrive demain matin à 8 heures, où peut-il vous retrouver ? Et la personne va dire, je le retrouve au rond-point de la station Total à tel endroit et je serai là à l'heure. Okay ?
Donc le livreur est censé être au bon endroit, à la bonne station, dans la bonne ville, le jour où le call center de la marketplace aura convenu avec le client. Donc, c'est une petite anecdote qui n'en est pas une, parce que c'est quand même un élément majeur de notre business. Et c'est aussi ça que nous avons appris au fil de nos expériences et en développant cette activité. Alors, il n'empêche qu'aujourd'hui, cette activité, nous la conduisons en Côte d'Ivoire depuis 4 ans et nous avons atteint cet objectif de toucher plus de clients à l'intérieur du pays, puisque sur la plateforme Jumia, avec laquelle nous travaillons depuis 4 ans, donc, nous avons entre 50 et 60% de nos ventes qui sont faites hors d'Abidjan. Donc, on est vraiment plus proche de nos clients et on est content parce que c'était l'ambition qu'on avait au départ de notre activité. Et donc, on continue dans ce sens. Alors, depuis 4 ans, il s'est passé énormément de choses sur le continent africain. Les technologies vont très vite. Et le continent africain a ça de surprenant, c'est qu'il passe des étapes plus vite que ce que nous pouvons, nous, parfois connaître ici en Europe. Je m'explique. Par exemple, sur le continent africain, le téléphone filaire qu'on a connu pour les plus âgés, où on tournait le machin et il y avait un grand fil et on téléphonait, il n'a jamais existé en Afrique. En revanche, en Afrique, ils ont tous 2 ou 3 téléphones mobiles en poche quotidiennement et ils utilisent leur téléphone pour toute activité. Il s'est passé aussi un autre élément majeur, enfin plusieurs éléments majeurs, mais en 2022, il s'est passé le développement de façon absolument extraordinaire du développement du mobile money sur le continent africain, mais aussi dans le monde. La dernière stat que j'ai lue, c'était 1,6 milliard de comptes mobile money ouverts en 2022. Et pour 50% de ces comptes, c'était sur le continent africain. Donc c'est juste une donnée qui, pour nous, a eu un impact absolument énorme. Et du coup, quand on s'est rendu compte que le marché bouillonnait, que le marché allait changer de par l'arrivée de ce moyen de paiement, eh bien, on est en 2024. L'année dernière, j'ai conduit une table ronde avec différents consommateurs de nos pays, consommateurs de e-commerce, et on les a questionnés sur qu'est-ce que vous attendez et qui êtes-vous déjà et qu'est-ce que vous attendez des ventes, de vos achats en ligne. Et alors là, déjà, le profil type, c'était le jeune couple citadin ou le célibataire citadin, hyper connecté et hyper friand de nouveautés, d'innovations, comment dire, très à l'affût de tout ce qui pouvait être quelque chose, d'habitude d'achat nouvelle. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça, c'était le profil type. Ensuite, on avait le besoin de passer du temps à faire autre chose que d'aller dans des bouchons pour aller dans un centre commercial ou dans un supermarché, parce que là-bas aussi, c'est comme quand vous êtes dans Paris, hein, peut-être un petit peu moins, mais en fait, passer une demi-journée juste pour faire un aller-retour jusqu'à un supermarché, c'est quelque chose qu'ils ne veulent plus faire. Ils veulent passer leur temps à faire autre chose, et acheter en ligne est un des éléments qui leur donne ce confort et qui leur permet de passer leur temps à faire ce qui leur plaît. Et quand on leur demande quand est-ce que vous faites des achats en ligne et pour quelles raisons, donc les principales raisons sont l'achat de dépannage. Je suis rentrée, j'ai rien à manger, je vais m'acheter un truc à manger. Donc le fort succès des restaurants. L'achat parce que on va regarder un match de foot ou on va regarder en ce moment par exemple Roland-Garros et on va réunir chez nous plusieurs amis et puis on va décider de commander quelque chose pour passer un moment ensemble, donc à boire, du grignotage, des choses comme ça. Et puis et surtout notamment, je pense au Sénégal et au Cameroun. Je suis au bureau le midi, je n'ai rien apporté pour déjeuner, je n'ai pas envie d'aller manger dehors, donc je voudrais me faire livrer un repas et je me groupe avec mes collègues de bureau pour économiser le coût de la livraison parce que la livraison est en plus et du coup, je commande en ligne. Donc, nous, on retourne à nos cahiers, on retravaille notre modèle.
Il se trouve qu'en plus, on a cette chance, c'est que sur le continent africain est arrivé depuis quelque temps, depuis 2 ans, le groupe Yango qui a développé des solutions de taxi très peu onéreuses. Donc, quand on prend un taxi en Afrique, dans nos pays, on prend un Yango. Un Yango, c'est 500 francs CFA, c'est moins d'1 € pour faire une course. Et du coup, on prend son Yango et on peut se déplacer aisément dans la rue, dans la ville. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'arrivée de compétiteurs à la plateforme Jumia, qui était quand même le plus gros faiseur marketplace local. Et notamment l'arrivée en Côte d'Ivoire encore, parce que c'est un peu plus facile sur ce pays, de l'acteur Glovo, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Glovo qui est en fait arrivé avec une proposition qui était hyper citadine et on est passé, nous, de notre vision je veux être proche de tous les clients dans un pays à je veux livrer tous les gens d'Abidjan ou tous les gens de Douala qui vont me commander quelque chose, mais il faut que je sois hyper pertinent pour les livrer dans la demi-heure, dans les 45 minutes, voire dans l'heure. Et Glovo s'est positionné là-dessus. Donc nous avons aussi travaillé avec Glovo. Et c'est très bien qu'il soit arrivé 2 ans après le démarrage de nos activités, puisque nous avons appris pendant 2 ans à nos équipes en magasin ce que c'était que recevoir une commande sur leur téléphone mobile, assurer la préparation de la commande dans un délai donné, passer en caisse et donner au livreur. Donc en fait, nous en sommes à ce stade-là. C'est-à-dire que nous poursuivons cette vision qui est d'aller toucher les clients à l'intérieur du pays par des plateformes qui proposent cette solution de longue distance, si je puis m'exprimer ainsi. Mais nous nous sommes engouffrés dans ce quick commerce avec des délais hyper rapides et nous nous sommes positionnés sur des segments de nos activités qui étaient restauration rapide. On a des traiteurs dans nos pays que les magasins Carrefour, pour lesquels les magasins Carrefour sont reconnus pour leur qualité et la diversité de leurs propositions, qu'elles soient cuisine locale ou cuisine internationale. Et ça, nous avons misé là-dessus pour offrir sur Glovo ou sur d'autres plateformes cette proposition de repas, par exemple, pour le midi, en utilisant nos forces commerciales en magasin. Donc voilà, l'histoire, c'est de se dire... Nous avons eu une vision qui était d'aller chercher au loin les clients et nous continuons, même si c'est difficile avec les partenaires qui peuvent le faire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redémarrer au Cameroun parce que nous avons démarré, puis arrêté, puis nous redémarrons. Et le modèle que nous mettons en place pour le redémarrage au Cameroun, c'est justement ce quick commerce avec un acteur qui s'installe là-bas. Et on démarre probablement courant juin. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est un petit peu différent probablement de ce que vous avez l'habitude d'entendre. En tous les cas, nous, on apprend beaucoup. Nos équipes sont super contentes de faire partie de ce voyage parce qu'en fait, on se positionne comme une enseigne hyper novatrice en offrant ce type de service à nos clients. Et c'est vrai que les solutions technologiques vont nous aider à aller plus vite probablement. Évidemment, on a ce souci de l'infrastructure je vous ai mis des photos de route. On a, quand on doit aller loin dans les pays, des problématiques de logistique pure, mais le futur ne peut être que meilleur. Voilà ce que je voulais vous raconter de l'expérience Afrique de l'Ouest. Merci Christine, c'était très très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, moi j'en ai. Je voulais savoir la répartition chiffre d'affaires marketplace vente directe. Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais on a des parts de vente en ligne sur certains de nos magasins. La fourchette, ça va aller de 0,5 points du chiffre d'affaires d'un magasin et ça peut monter à pratiquement 10%, mais ça dépend vraiment des zones de chalandise. C'est hyper compliqué à synthétiser en fait. Ok, et alors j'ai une deuxième question. Est-ce que la vente en direct en ligne est prévue chez vous?
en bypassant une marketplace qui prend des frais, j'imagine, mais qui opère la logistique, ce qui est un gros avantage en Afrique, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est envisageable? Alors aujourd'hui, nous, notre stratégie de développement, c'est vraiment du physique. Et c'est pour ça qu'on a choisi des partenaires pour développer cette autre proposition. Parce que pour l'instant, on ne peut pas se battre sur tous les champs. Et non, pour l'instant, on reste sur du physique. C'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous avant qu'on rende le micro? C'est pas une question, c'était plutôt une remarque. Quand on parle de e-commerce, quand on parle de e-commerce, est-ce que vous parliez de saut technologique qui était opéré plus vite? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est équipée en laptop ou reste encore sur mobile? Et donc, du coup, ça veut dire que les interfaces, tout ce que vous créez, doit être conçu pour du m-commerce plutôt que sur du... Oui, vous avez raison. C'est ça, Ouais. c'est encore ça, on est encore sur cet équipement-là? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Le mobile est l'outil majeur de connexion. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que toute l'UX que vous travaillez, la description, tout ça, ça doit tenir dans un téléphone, quoi. Oui, on est bien d'accord. Oui. Non, c'était plus pour savoir si ça avait changé ou si Non, ça n'a pas changé. D'accord. Et c'est vrai que le taux de connexion via mobile est juste incroyable. Ouais. Oui. D'accord. Donc on est sur des enfin, on s'est frotté à ces problématiques effectivement au démarrage. Pour valoriser le produit, etc. Exactement, évident, exactement, tout à fait. Bon, c'est bien aussi d'avoir des partenaires marketplace parce que du coup ils nous accompagnent, mais ça nous a fait beaucoup travailler. J'imagine. Merci beaucoup, madame. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cette intervention qui était très intéressante. Merci. Ah, eh bien, voilà. Encore toi. Merci de mettre en avant le quick commerce. C'est un vrai sujet qui a un peu disparu en Europe, mais Ouais. je suis content qu'on en reparle de manière positive. Non, mais le sujet de la livraison du dernier kilomètre est importante. Et vu les challenges que vous devez remplir sur cette livraison, mais c'est très intéressant d'avoir ce point de vue et ce feedback sur l'importance de la livraison à domicile. Et ça peut s'opérer aussi, et ça reste un vrai besoin pour les consommateurs. Oui, tout à fait. À domicile ou au bureau. Oui, non, Tout à fait. il faut avoir la flexibilité de la livraison au bon endroit. Et le cas pris sur le rond-point devant la station-service, non, mais c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que les consommateurs attendent, c'est d'être livrés à l'endroit où ils sont, au moment où ils y sont. Oui, alors vous retournez le sujet, mais je comprends. Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est super, en tout cas, d'avoir ces challenges-là et d'y répondre. C'est de la vraie satisfaction client pure. Exact. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci.